Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire du pawn. Ça va être la première vidéo de ma chaîne, on va faire de l'exploitation de binaires sous Linux du coup, vu que c'est souvent par là qu'on commence. Dans cette vidéo, je vais essayer de m'adresser aux plus débutants d'entre vous, parce que j'ai souvent cette manie de faire des vidéos qui sont peut-être pas assez accessibles. Du coup, là c'est la première vidéo qui va être assez accessible du coup. N'importe qui pourra le regarder quel que soit son niveau. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Je vais d'abord voir quelques concepts un peu généraux. On va du coup voir un peu comment ça se passe, la stack, les différentes structures de données, qu'est-ce que c'est un ELF, son format. Et on va exploiter un petit binaire qui nous vient tout droit de Europe Emparium, qui est un très bon site. Du coup, voilà. Il y a quelques challenges qui peuvent vous apprendre quelques techniques assez sympas en Pwn. Voilà. Du coup, on commence. On a un petit fichier Red2Win, un LF64 bits, base tripée. On peut regarder ses protections avec Rabin2, donc de Radar 2. -i Red2Win. Non, pas de -i comme ça. -i majuscule. Non, c'est les imports. Du coup, là, on voit les protections. On voit que c'est pour Linux, qu'il n'y a pas de canary. Donc là, c'est normal que vous compreniez pas forcément. Le canary, c'est une protection qui est assez chiante, qui est ouais, pas souvent bypassable. On voit que c'est l'X64. On voit qu'il n'y a pas de PIE. On peut aussi faire un checksec. Le checksec, c'est un programme assez cool, hein, d'avant bash, il me semble, qui permet tout simplement de check un peu les protections. Du coup, pas de railroad, pas de canary, on l'a vu. Pas de PIE, on l'avait aussi vu. Du coup, PIE, c'est ce qui permet de randomiser, de rendre aléatoire les adresses du code de votre binaire. Et du coup, votre code, il va toujours être load au même endroit. C'est une protection qui est utilisée contre les attaques qu'on verra un peu plus tard. Du coup, voilà. Du coup, notre binaire, je vous en ai un peu parlé, c'est un ELF. Un ELF, du coup, comment ça se passe un ELF? On voit, là on voit plein de choses. En fait, le string, ça va tracer les appels système de notre binaire en fait. Au tout début, il va y avoir un appel à execve, qui est un appel système qui va... Enfin, c'est un peu l'appel système Dieu, c'est-à-dire que il va load en mémoire Red2Win. Enfin, il va lui créer même tout un espace de dressage en fait. Il va lui créer tout un espace pour lui. C'est lui qui va setup la stack aussi, etc. Avec toutes les variables d'environnement sur la stack, bon ça on y reviendra plus tard. Du coup, tout ça je le réserve pour une autre vidéo, comme un ELF il est load en mémoire. Et du coup après on voit les appels système qui sont spécifiques à notre programme, parce que là on était plutôt sur le côté il est load en mémoire, là c'est les appels système vraiment de notre programme. Donc on voit un write, on voit qu'il fait des prints quoi en gros, et après on voit qu'il attend l'input. Du coup ouais, si on l'exécute ça donne ça. For my first trick, I will attempt to fit 50 octets, ok. En gros, il attend 50 octets dans un buffer de 32 octets, ce qui va poser en effet problème. Du coup, on va commencer par le débugger, parce que c'est ce qu'on fait toujours quand on a un binaire exploité. Donc là, on utilise PwnDebug. Avant, j'utilisais PEDA, mais maintenant je posais sur PwnDebug vu que PEDA il est plus supporté. Enfin, oui, il y a plus de support. Il a été abandonné. Du coup, PwnDebug c'est une bonne alternative. Ah oui, on commence par faire un disasmain. Petit disasmain, on a toutes les instructions en assembleur de notre fonction main. Prologue de fonction, épilogue de fonction. Si vous comprenez pas ça, c'est un code très très simple. Du coup, je vous conseille de voir mes autres vidéos sur l'assembleur. Je les ai faites en fait pour que vous soyez pas perdu sur le côté reverse de l'exploitation de binaire et tout simplement dans le reverse.
Du coup, on voit qu'il y a un appel à Pwnme, donc là on voit juste qu'il fait des puts, il set the buff, mais ça c'est pas important. Donc on se dit qu'on va aller regarder ce qu'il y a dans Pwnme. On dit ça, prologue, épilogue, ok. On voit que crée, enfin, au niveau je vais revenir plus tard, mais on voit qu'il alloue 0x20 octets, donc c'est 40. Print pour P en décimal, c'est le format, et 0x20. Bon, ça va être 32, Donc ça, c'est un buffer de 32, du coup. Et il va mettre dans RAX l'adresse du début de ce buffer. Alors oui, là, c'est un peu... On arrive sur le concept de stack. J'ai fait une vidéo dessus, je vous conseille d'aller la voir. Mais le truc, c'est que... Bon, on va peut-être break juste là, pour mieux comprendre. Du coup, Est-ce qu'il nous a fait... On est là. Donc c'est-à-dire qu'il a déjà alloué 32 octets sur notre stack, qui est juste là. Donc là, je parle de personne du coup, vous avez vu ma vidéo sur la stack, ou bien que vous savez déjà ce que c'est la stack et les prologues et les épilogues de fonctions, le base pointer et sa sauvegarde, etc. Là du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu il a alloué 32 octets sur la stack. Donc comment est-ce qu'on peut repérer la stack frame? Il me semble qu'il y a une commande, c'est frame. Ouais, c'est un. Peut-être stack frame, je sais plus. Non, bref. Ouais, du coup, on a eu notre push en début de fonction, juste là. Donc il a, vu qu'on est en 64 bits, tous les blocs entre guillemets de notre stack est aligné de base sur 8 octets. Étant aligné sur 8 octets, puisque je vous rappelle, 8 x 8 égale 64, on est en 64 bits. Il y a eu notre push juste là, notre sauvegarde de RIP qui est juste là, et ici, tout ça, c'est, oui, il y a des choses qui pointent ici, mais en fait c'est des données aléatoires qui ont été créées quand il a alloué de l'espace sur la stack. Et du coup, il va mettre de RAX, on va d'ailleurs la valeur de RAX, qui contient B80, qui est notre RSP, qui est la dernière, enfin, qui est l'adresse de la dernière valeur qui a été allouée sur la stack. Et du coup, il le met dans RAX. Là, il change pas RAX, du coup, on s'en fout un peu. Et il met RAX dans RDI. Donc ça, c'est les calling conventions en 64 bits. C'est-à-dire que pour appeler des fonctions, on va devoir setup, ça j'ai fait aussi une vidéo dessus, on va devoir setup nos arguments dans des registres en 64 bits. Et du coup, RDI, ça va être le premier argument. Et du coup, il va mettre dans RDI un pointeur vers notre buffer, en fait. Vu qu'en fait, un buffer, c'est juste un pointeur. Mais ça, bon, j'ai pas envie de vous embrouiller avec ça. Du coup, il y a ça. Il y a le fait que dans RDI, on aura l'adresse de notre buffer. Donc, du coup, notre buffer, il est fait pour contenir, du coup, 32 octets. Tout simplement parce que P, il me semble que j'ai copié, P/x stock plus 32. On arrive en A0, et en A0, attention, on commence à avoir notre sauvegarde d'RBP. Du coup, faut pas qu'on écrase la sauvegarde RBP, parce que je vous rappelle que le principe, c'est que chaque fonction, quand elle appelle une autre fonction, la fonction appelée va avoir sa propre stack frame, et quand elle va retourner au flux appelant, cette stack frame va se détruire, d'où la portée des variables locales. Du coup, la sauvegarde RBP, le RBP sauvé, il ne devra pas être changé. En tout cas, c'est le principe de l'assembleur. Du coup, il y a ça. Il y a ça. Donc, pour l'instant, rien d'anormal. Il fait un même set, du coup, c'est pour set tous les... On mémorise un peu à quoi ressemble la stack ici. On break ici.
on continue, on voit que maintenant tout est à 0. En fait, le même set, en donnant comme argument dans ESI, qui est en fait le registre par lequel vous passez le deuxième argument à votre fonction, à 0, en fait, le même set, ça prend comme premier argument un pointeur vers le buffer, et comme deuxième argument, ce qu'il faut remplir le buffer. Du coup, là, il est rempli de 0. Donc là, il y a des puzzles qui nous intéressent pas forcément. Toc. Alors. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est l'appel fget. Fget, vous savez tout ce que c'est pour lire dans un flux. Là, en l'occurrence, il va donner comme flux stdin en le mettant de rdx, qui est le troisième argument. Du coup, le deuxième argument, c'est RSI. Et RSI, intéressant, on voit qu'il est égal à 32. Deux arguments qui est la taille qu'on peut rentrer. Et le premier, c'est toujours notre pointeur vers notre buffer, qui est toujours en RBP -1, pas moins 0x1, parce que notre RBP ne change pas, je rappelle. Parce que, enfin voilà, c'est le principe aussi d'une stack frame. On arrive, je break wavegets, parce que c'est toujours plus plein de sens. C'est, voilà. Donc là, on a bien un pointeur vers notre buffer. La taille qu'on peut rentrer. Donc, je vous en avais parlé. On peut rentrer 32. Enfin, notre buffer, il est fait pour qu'on puisse rentrer 32, parce que je vous rappelle que on avait fait juste là. Ça, c'est égal à 32. Il avait alloué que 32 octets sur notre stack. Et là, on peut en rentrer 0x32. Et 0x32, c'est égal à 40. Là, par contre, si je veux... Non, c'est égal à 50. Bah, tant mieux. Alors oui, c'est égal à 50. Et du coup, ça veut dire que il est alloué 32 octets sur la stack, mais nous, on peut en rentrer 50. Là, je vais faire un petit aparté parce que c'est pas forcément clair pour les gens qui commencent, mais vous remarquez que quand est-ce que j'ai fait encore des différences sur les stack address? Non, j'ai pas encore fait ça. Mais le B80, enfin, ouais, le B80, c'est plus petit que le B à 0. Parce que c'est en hexa, les adresses sont toutes en hexa. Du coup, si on fait un P, ça, moins ça, on aura une valeur positive. C'est-à-dire que lui, il est forcément plus grand que lui. Ça veut dire que notre stack est grandi en fait vers le bas. Et étant donné qu'elle grandit vers le bas, ça fait que c'est un peu particulier et que souvent quand vous manipulez quand vous codez un peu le langage en bas niveau, vos adresses, toutes vos variables locales et tous vos buffers, leur adresse elle s'incrémente. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une boucle et que vous parcourez un buffer, vous parcourez, enfin, par exemple tab de i, c'est égal à ce qui est pointé à l'adresse de tab plus i. Du coup, il y a bien une incrémentation. Et tab, étant donné que la plupart du temps c'est une stack address, c'est une stack address qui va s'incrémenter. Du coup, qui va grandir vers des adresses plus hautes. Du coup, qui va potentiellement grandir vers les stack frames des fonctions appelantes. Et c'est là que c'est dangereux. C'est-à-dire que on en arrive au fait que on peut... on a eu combien d'octets? On a eu 32 octets qui ont été alloués pour notre buffer. On peut en rentrer 50. Et notre buffer, il grandit vers les adresses plus hautes. Et vers les stack frames et les sauvegardes de RIP et de RBP des fonctions appelantes. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un call, ça je n'ai pas parlé encore, parce que j'ai voulu... On n'est pas du tout encore sur le côté exploitation, mais chaque fonction, en fait, quand vous l'appelez, va y avoir... c'est d'ailleurs, je l'ai vu dans mes vidéos sur l'assembleur, du coup, c'est important d'aller voir avant. D'ailleurs, un petit tips aussi, si vous trouvez que je parle pas assez rapidement et que c'est un peu ennuyeux, mettez en vitesse x4, voilà, ça marchera bien assez. Ce que je veux juste, c'est que vous ayez des bases pour comprendre ce que je vais dire. Du coup, je reviens rapidement au fait que quand il y a un call, il va push l'adresse. Par exemple, là on a un call à fget. Ce qui va se passer, qu'il va mettre sur la stack l'adresse après fget, RIP, le re-extended instruction pointer,
et il va RIP, il pointe vers la prochaine instruction exécutée. Du coup, il va le push, vu que la prochaine instruction exécutée c'est le NOP, il va push l'adresse du NOP, il va jump à l'adresse de fget. Du coup, ça c'est important. Et du coup, pareil, quand il a appelé pawn.me, il a push l'adresse après le call à pawn.me. Donc si on fait un DCS main, en effet, il a un appel à pawn.me ici. Quand il a fait son call, il a push sur la stack cette adresse là, il a jump à pawn.me. Et du coup, quand je vous ai dit qu'on pouvait, là je fais un stack 20. Quand je vous ai dit qu'on pouvait que notre buffer, il allait, ce qu'on allait rentrer, ça allait grandir vers les stack frames appelantes et vers les sauvegardes d'RIP. Parce que en fait, c'est une sauvegarde. Le fait qu'il le push à l'appel de nos fonctions, l'adresse d'après, c'est une sauvegarde. Qu'on puisse réécrire en fait les sauvegardes des fonctions appelantes, les sauvegardes de RIP des fonctions appelantes, c'est dangereux parce que ça va mener à un détournement du flux de contrôle ou à un détournement du contrôle flow. Du coup, ça c'est le principe, c'est-à-dire que on va pouvoir réécrire l'adresse du pawn.me, enfin de la sauvegarde d'RIP quand il a call pawn.me, pour la faire jump à un autre endroit. Parce qu'en fait, dans notre épilogue, ça c'est, je reviens aussi sur les bases, mais il va popper RVP, donc bref. Là ça veut dire qu'il n'y a eu aucune variable locale créée, mais souvent il fait un livrette, par exemple il y a un live, en gros ça va faire un mov RBP RSP, parce que ici le RSP il a été mis de RBP. Du coup après la stack elle a grandi vers les adresses basses. Et après il va rétablir RBP, il va le mettre de RSP, et toute notre stack frame sera détruite et il va pop RBP. Du coup, tout ça va se compenser. Et le ret, cette petite instruction, qui a pour opcode C3, oui c'est bizarre, il va pop RIP en fait, vu que notre push RBP il va être compensé par notre live, et bah ce qui va se trouver sur la stack en fait à ce moment-là, c'est la sauvegarde de RIP. Du coup, il va pop RIP. C'est-à-dire que il va mettre ce qui est pointé sur la stack dans RIP. Et du coup, vu que RIP c'est l'adresse de la prochaine instruction exécutée, il va jump à ce qui est sur la stack à ce moment-là, au moment où il doit l'arrêter. Du coup là, c'est pas forcément plein de sens quand j'en parle. On va juste, au pire on fait un continue. Je break ici. Donc là, il attend l'input, parce que c'est notre fget, bien évidemment. Donc on met password YT. Aucun sens. On voit bien que à l'adresse de notre buffer, il y a eu password YT/n qui a été stocké. /n puisque c'est un retour chariot. Et en fait, x/8x peut-être x/s plutôt. Ouais, mais après ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il y a que vu que c'est des bugs de 8 octets, il y a que le password qui a pu être stocké de 0x4, enfin en 80 jusqu'en 80 plus 8. Après il y a le YT/n, comme vous voyez ici, qui était en 88, et du coup qui grandit vers les adresses hautes, c'est-à-dire que le P il va être à une adresse plus basse que le T. Il va stocker une adresse plus basse que le T. Du coup là, on l'a pas encore fait cracher. Pourtant, au début j'avais exécuté, j'avais envoyé beaucoup de A, et ce qui s'est donc passé, c'est que les A ils ont grandi vers des stack frames appelantes, ils ont écrasé la sauvegarde de RIP, il a essayé de jump sur mes A, puisque, du coup je vais le réexécuter. Run, C, voilà. Moi je fais un next instruction. Si j'envoie beaucoup de A, qu'est-ce qui va se passer?
Donc là, il y a beaucoup de A, c'est un peu la merde. Stack. 30. Donc il y a beaucoup de choses. Le problème, c'est que ici, on peut pas trop le voir vu que de 0 à 30, là, il va les enlever en fait. Du coup, c'est un peu chiant. Ouais, c'est pas grave. Le livre, du coup, je vous ai dit, ça va mettre ce qu'il y a dans RBP. RBP, il est où? Il est là. Ça va mettre cette adresse dans RSP, du coup, ça va détruire tout notre stack frame. Mais, très intéressant, on voit que même en ayant détruit toute notre stack frame, on a écrasé en fait avec tous nos pas la sauvegarde de RIP. Et du coup, le raid, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un pop RIP et jump RIP, en gros, c'est ça. Bon, enfin, le jump, il est sous-entendu, vu que dès qu'il y a une adresse dans RIP, ce sera forcément la prochaine adresse à être exécutée, du coup, voilà. Du coup, on a ça. Et je vous ai dit, ce qui est sur la stack au moment du raid, ce qui est juste pointé par RSP au moment du raid, c'est ce qui va être, ça va être l'adresse de la prochaine instruction à être exécutée. Du coup, quand on fait un NI, il arrive pas parce qu'en fait, donc on voit que RBP aussi, on a overwrite. Il n'arrive pas à trouver l'adresse 0861. Pourquoi 61? Parce qu'en fait, c'est la correspondance au caractère A minuscule d'un table ASCII. Parce qu'en fait, tout est codé en hexa, et du coup, même vos caractères sont codés en hexa. Et là, en l'occurrence, 061, c'est A minuscule. Du coup, il y a ça. Il y a ça de très intéressant. Et du coup, on va essayer de faire un ret dans une autre fonction. Du coup, l'énoncé, en fait, c'est qu'on ait un quoi? C'est qu'on a un ret to win, en fait. Une fonction qui va nous faire pop le flag. Et du coup, on a juste à l'appeler. Mais là, le seul moyen de l'appeler, c'est de overwrite, c'est de mettre l'adresse de cette fonction au lieu de mettre des A. Du coup, première tips intéressante de la vidéo, comment calculer le padding qu'il nous faut pour overwrite RIP. Donc là, ça va être très simple. On va refaire un run. Toc. Parfait. On voit que notre buffer, il est en quoi? Pour RDI, on print RDI. Ne pas oublier le dollar parce que sinon il va pas le reconnaître dans le contexte. P/x plutôt, en hexa. On a ceci. Donc ça, c'est l'adresse de notre buffer. Et maintenant, on va toc. Où est-ce qu'elle est la sauvegarde de RIP? Elle est là. Parce qu'on voit que c'est main plus 94. On voit que RBP il est là. Du coup, ça c'est le push RBP. Et ça, c'est ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait juste avant, c'était le call. Et du coup, vu qu'il y avait le call, il y avait le push RIP. Dans la fonction appelante main. Du coup, on sait qu'à partir de cette adresse, il y a la sauvegarde de RIP, qui est du coup cette adresse-là, et qui contient l'instruction mov, ça, dans EDI. Du coup, on va calculer la différence entre ça et l'adresse de notre buffer. Et on va peut-être le faire en décimal, c'est plus parlant. On a 40. Du coup, là, on sait que notre padding, c'est 40. Autre tips, on va faire un C. Ça sera un truc qui vous sert tout le temps. Fois 40, du coup, vu que c'est notre padding. Donc là, comment dire, on va pas encore cracher, on va pas encore réécrire RIP, tout simplement parce que je vous ai dit que c'était à partir de cette adresse que RIP était stocké. Du coup, si on réécrit juste tout jusque là, on va pas le réécrire. Du coup, ce qu'on va mettre juste après, ça va réécrire RIP. Du coup, je sais ce que vous allez me dire. D'ailleurs, là, je vais quitter. Ah, je suis en split, merde. Toc, c'est red to win. x64. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
essayer d'avoir l'adresse de la fonction read2win, c'est nm, c'est pour avoir les symboles d'un binaire. En fait, un symbole, c'est une chaîne de caractères qui est associée à une adresse. Donc nm bar read2win, grep tout simplement read2win aussi. On voit qu'on arrive à avoir cette adresse. Problème que nous avons, c'est que là, je sais ce que vous allez dire. Bah, au pire, vous go mettre cette adresse ici. Et il n'y a aucun problème. Non, en fait, il y a un problème, c'est que de votre processeur, il interprète tout à l'envers. C'est-à-dire que toutes les adresses, elles seront stockées en little endian, on avait vu au début. Et en fait, ça fait que pour que ce soit interprétable, il va falloir packer cette adresse en little endian. Et pour la pack en little endian, on va importer le module PwnTools. Donc je vais peut-être mettre des liens en description pour l'installer. Du coup, on a juste à faire un point P64 de ceci, de notre adresse. Et du coup, on arrive à avoir notre adresse en little endian qu'on a juste à envoyer à Python. Donc ça fait quoi en fait? Ça fait qu'on va continuer et on va lui donner à manger un print de notre padding plus notre read2win, notre fonction read2win. Du coup, on continue. Oh merde. Alors, pourquoi il me fait ça? Je fais un R, je pense pas qu'il accepte non plus. Ah, c'est bon. Donc en fait, ce qui est magique, c'est que là, j'ai fait un R, il va poser un breakpoint, mais mon stdout, il est rempli de ceci en fait. Il est rempli de ça. Du coup, juste à faire un C, j'arrive à ceci. Je fais un C, j'arrive à là. Et là, si je refais un C, j'arrive à mon live, NI, ici. Et là, la magie, au lieu d'avoir erase avec des A minuscules, on a erase avec l'adresse de read2win. Alors là, je sais ce que vous vous dites aussi. Ouah, t'es trop fort, bah maintenant c'est fini. La fin de la vidéo. Oui, c'est ça, oui. Donc là, un peu charbp. On est fou. Ok, il set up sa fonction, normal. Il me dit, thanks, here's your flag. Donc moi je lui dis, bah gros, vas-y, je t'en prie. Et là, un crash. La tristesse. Pourquoi il crash? Parce qu'en fait, c'est dit dans les common pitfalls, tout simplement, the move APC issue. En fait, sous Ubuntu 10.4, je suis sous Ubuntu 10.04. Pour ces instructions un peu particulières, la stack a besoin d'être alignée sur 16 octets. Et or, l'alignement sur 16 octets, en gros, c'est que bah, si je divise ça par 8, ça doit donner quelque chose de... Enfin, ça doit être divisé par 8, en fait. Enfin, ça doit être divisé par 16, du coup. De base, quand vous êtes en 64 bits, votre stack, c'est mieux qu'elle soit alignée sur 8 octets. C'est même... sinon c'est très vite la merde. Du coup, là, pour certaines instructions un peu particulières, donc là, c'est du SSE. Mais enfin, ça, je reviendrai sur des vidéos d'assembleur plus tard. La stack a besoin d'être alignée sur 16 octets. Et je pense que ça vient du fait que c'est des registres sur 128 bits. Je pense que c'est ça, ouais. Du coup, il y a ça. Et or, si je prends cette adresse, du coup, je la copie et je la fous ici en enlevant ceci. Je calcule et on voit qu'elle n'est pas alignée sur 16 octets. Du coup, là, ça nous pose quand même un problème assez important, c'est qu'on ne peut pas, du coup, appeler notre fonction read2win. Ce problème était visiblement spécifique à Ubuntu avec ma version, ce qui est quand même pas de chance. Du coup, j'étais un peu en PLS, mais en fait, on peut trouver un trick qui nous permet quand même de flag le truc. C'est qu'en fait, si je pose un breakpoint, bon, je dis ça spawn, je pose un breakpoint, disons ici. Je revois mon exploit, mon payload, comme vous voulez. Du coup, je suis sur mon ret. En fait, là, théoriquement, ma stack address ne doit pas être alignée sur ces octets. Théoriquement.
Et oui, en effet. Donc 10, je rappelle, c'est 16 en hexadécimal. On voit toujours qu'il y a un reste de 8. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas alignée sur 16 octets quand je fais mon ret? Tout simplement parce que... D'ailleurs, je vais break à... Non, je vais désassembler ret to win. En fait, là, en fait, il va le mettre cette adresse dans RIP, on en a parlé, détournement du flux de contrôle. Du coup, notre stack, elle va être en BB0. Quand on va arriver à au PHRBP, notre stack va être en BB0. Et BB0, est-ce que c'est alignable sur 16 octets? On va le voir. Moi, je pense que oui. Et on voit que, en effet, au moment où il va arriver au début de cette fonction, notre stack va être aligné sur 16 octets, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que si il appelait système en lui donnant comme argument de nous get le flag sans changer la stack, il n'y aurait aucun problème. Mais bien sûr, c'est jamais aussi simple. C'est-à-dire que il fait un PHRBP, du coup, il décale toute la stack et il lui ajoute 8. Et du coup, la stack n'est plus alignée sur 16 octets, mais sur 8 octets seulement. Du coup, il crash et on n'a pas notre flag. Un petit tricks, au lieu de jump alors au début de notre fonction, go jump un octet plus loin, en plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que le... attendez. Ouais, bon, en fait, c'est que le push... D'ailleurs, est-ce que j'ai mon R2 d'ouvert? Bref. En fait, on peut voir que le ret, c'est juste l'upcode C3. Du coup, c'est juste sur un octet. Il tient juste sur un octet, du coup, on va jump à l'adresse de ret to win plus 1. Donc, juste ici. Et notre stack ne va pas être modifié parce que du coup, quand on arrive dans cette fonction, la stack est toujours alignée sur 16 octets. Du coup, j'ai déjà fait du coup. C'est ça. On change notre payload. Au lieu de lui donner ça comme adresse de retour, on lui donne ça. Mais vu que c'est pas joli, si on le fait dans... Enfin, on aurait quand même le faire si on le fait ici, mais c'est pas très beau. D'ailleurs, on pourrait plutôt faire comme ça, c'est plus simple. On quitte. Encore un petit tricks pour l'exploit. Du coup, il s'appelle ret to win. On va balancer ça sur stdout et on va exécuter ret to win avec une pipe. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre un input, mais vu que stdout sera déjà rempli par ça, par notre payload, et il va compter ça comme notre input. Donc on fait entrer. Il a un magnifique flag qui apparaît, hop, placeholder 32 bytes flag. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Je vais continuer à faire des write-up Rope Imperium. Là, je sais pas si cette vidéo sera postée avant ou après d'autres vidéos sur le métamorphisme, sur comment elle load un ELF en mémoire, mais du coup, on se retrouvera bientôt, je pense. Salut.